Bonjour à tous et bienvenue sur Mystérieuses Affaires criminelles. Aujourd'hui, je vous embarque dans une histoire qui cache bien plus que ce qu'elle laisse croire. Une histoire enveloppée de silence, de regards détournés et de secrets que personne n'osait imaginer. On est en janvier 2006. Linwood, État de Washington. Une petite ville tranquille, un décor presque banal. Et pourtant, c'est ici qu'une jeune femme s'est volatilisée. Comme ça du jour au lendemain. Elle faisait partie d'un groupe des alcooliques anonymes. Toujours présente, toujours ponctuelle, jamais une absence sans prévenir. Et pour les autres membres, elle était bien plus qu'une camarade. C'était une survivante, une battante. 8 ans qu'elle tenait le coup. 8 ans sans toucher une goutte. Alors quand elle a cessé de venir, les rumeurs ont commencé à circuler. Certains ont pensé à une rechute brutale, comme si ces vieux démons l'avaient reprise en otage. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que cette disparition n'avait rien à voir avec une bouteille. Non, la vérité était bien plus sombre, bien plus dérangeante. Nicole Pietz a vu le jour à la toute fin du mois de février en 1973. Une enfant du comté de King, dans l'État de Washington, là où les forêts respirent l'humidité et où chaque brume semble dissimuler une histoire. Elle a grandi là, entre école, souvenirs d'enfance, et ses étés magiques passés en famille au bord du lac Sammamish. Seattle n'était jamais bien loin. Chaque été, c'était le même rituel. Les valises, le trajet, et les journées au bord de l'eau. Des moments simples, mais précieux. Nicole était très proche de sa mère, Gaëlle. Une relation fusionnelle, une vraie confiance. Elle s'entendait aussi très bien avec Rod, son beau-père, qu'elle considérait comme un pilier dans sa vie. Et puis, les années ont passé. Elle a poursuivi ses études au collège de l'Est de Washington. Rien d'extraordinaire en apparence, jusqu'au jour où, dans une salle de sport où elle travaillait, un regard croisé a tout changé. Il s'appelait David. Et ce jour-là, Nicole n'a pas rencontré un simple client. Elle a rencontré son futur mari. Entre Nicole et David, ça a tout de suite matché. Une évidence, le genre de connexion qui ne demande pas de mode d'emploi. Très vite, ils ont commencé à parler d'avenir, de stabilité, de vivre ensemble. Mais ils n'ont pas foncé tête baissée. Non, ils ont pris leur temps. Histoire de tester la solidité du lien, de voir si le cœur tenait la distance. Et visiblement, il a tenu. En 2002, ils ont sauté le pas. Mariage, soleil, promesses éternelles. La cérémonie? Magique, tout droit sorti d'un rêve, sur l'île de Maui, à Hawaï, le genre d'endroit où l'océan est plus bleu que le ciel et où chaque vague semble murmurer « Je t'aime ». C'était beau, c'était doux, c'était eux. 3 ans plus tard, ils ont posé leurs valises à Linwood, toujours dans l'État de Washington. Cette fois, dans un joli condominium. Un petit cocon à leur image. À l'époque, Linwood, c'était une ville paisible, à taille humaine. Moins de 40 000 habitants. Des rues étroites, pleines de charme, bordées de petits bars, de restos discrets. Un coin qui respirait la tranquillité. Et pour Nicole, ça a été un coup de foudre immédiat. Elle aimait le lieu. Elle aimait l'ambiance. Elle aimait ce nouveau départ. Sociable comme pas deux, elle n'a mis que quelques jours. Oui, quelques jours, pour tisser de nouveaux liens. Des rencontres devenues, pour certaines, de véritables amitiés. Et puis il y avait ses compagnons à 4 pattes, ses chiens, ses chats, sa petite meute. Nicole ne faisait pas semblant. Ces animaux-là, c'était sa famille. Elle les promenait avec fierté, elle les choyait, elle vivait pour eux. La carrière de Nicole évoluait également de manière prometteuse. Après avoir terminé ses études, elle a d'abord travaillé dans un club de fitness, avant de devenir manager dans une grande entreprise de télécommunications. Elle habitait non loin de son lieu de travail. Le trajet ne lui prenait pas plus de 20 minutes. Nicole était vite devenue un membre précieux de l'équipe. Elle savait communiquer avec tout le monde, désamorcer les tensions et trouver des solutions aux problèmes de ses collègues. Elle apportait une vraie énergie positive au bureau. Mais derrière cette apparente réussite, Nicole portait en elle des blessures plus anciennes. Depuis l'adolescence, elle avait eu des problèmes d'alcool. Son addiction avait commencé à l'époque du divorce de ses parents, un événement qui l'avait profondément bouleversé. Sa mère,
hôtesse de l'air, était souvent en déplacement. Et Nicole se retrouvait seule sous la garde de sa grand-mère âgée, qui n'était plus en mesure de l'encadrer efficacement. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à fréquenter de mauvaises fréquentations et l'alcool est entré dans sa vie. Heureusement, ses parents ont rapidement détecté le problème. Grâce à leur vigilance et à leur soutien, Nicole a pu se sortir de cette spirale. Ensemble, ils ont commencé à fréquenter les groupes des alcooliques anonymes. Là-bas, Nicole a trouvé une forme de libération. Elle parlait, elle se confiait, elle avançait. Petit à petit, elle reprenait le contrôle. Mais les années d'alcool n'avaient pas été sans conséquences. Cette période difficile avait laissé des séquelles durables sur sa santé. Nicole avait fini par être diagnostiquée d'une endométriose sévère. À seulement 21 ans, elle avait déjà subi 3 interventions chirurgicales. Par la suite, les médecins lui avaient prescrit un traitement à base d'antalgiques puissants qu'elle devait prendre en continu. Selon ses proches, elle ne les utilisait jamais de manière abusive, uniquement pour apaiser les douleurs chroniques qui la harcelaient. En 2006, Nicole avait 32 ans, et cela faisait maintenant 8 ans qu'elle n'avait pas touché une goutte d'alcool. Mais elle continuait à assister aux réunions des alcooliques anonymes avec assiduité. Non seulement parce que cela l'aidait à rester sur le droit chemin, mais aussi parce qu'elle se sentait investie d'une mission, aider les autres à s'en sortir. Nicole savait ce que cela signifiait de lutter contre ses démons, et elle partageait son optimisme et sa force avec tous ceux qui croisaient sa route. Elle inspirait, tout simplement. Depuis l'enfance, Nicole avait une passion pour la cuisine, et cet amour pour les fourneaux n'avait fait que grandir avec le temps. Elle adorait préparer des plats maison et les apporter à son mari, David, directement sur son lieu de travail. Ce petit geste d'amour renforçait encore leur complicité, et David l'aimait profondément pour cela. Nicole appelait sa mère tous les jours. Elles étaient extrêmement proches, presque fusionnelles. Début 2006, Nicole attendait avec impatience son 33e anniversaire. Mais le 27 janvier, à seulement 2 jours de cette date qu'elle chérissait, un événement inattendu a inquiété son entourage. Elle ne s'est pas présentée à la réunion des alcooliques anonymes, organisée ce jour-là dans la ville voisine de Renton. Et cela ne lui ressemblait pas du tout. Ce soir-là, David, son mari, était rentré tard du travail. Épuisé, il était allé directement se coucher. Selon lui, Nicole était toujours à la maison à ce moment-là. Mais au petit matin, lorsqu'il s'est levé, elle n'était plus là. Il n'a plus jamais revu sa femme. Inquiet, David a tenté de la joindre pour s'assurer que tout allait bien, mais Nicole ne répondait à aucun appel. Pas même un message. Rien. Il a alors pensé qu'elle lui en voulait peut-être. La veille, il n'avait pas pris le temps de discuter avec elle pendant le dîner, comme ils en avaient l'habitude. Il s'était simplement écroulé de fatigue. Peut-être qu'elle l'avait mal pris. Pris de remords, il réfléchissait déjà à comment lui présenter des excuses. Puis il est parti travailler. Durant toute la journée, David n'a cessé d'essayer de la contacter. Mais Nicole restait silencieuse. Et ce silence commençait à l'angoisser. Il a donc pris l'initiative d'appeler plusieurs de ses amis, ainsi que sa mère, Gaëlle. Mais aucune d'entre elles n'avait vu Nicole ce jour-là. Le soir venu, David est rentré chez eux. L'appartement était vide. Toujours pas de Nicole. Et lorsqu'elle n'est pas rentrée à l'heure du dîner, il a pris une décision. Contacter les autorités. Ce soir-là, il a appelé le bureau du shérif, mais on lui a répondu qu'il était encore trop tôt pour considérer Nicole comme officiellement disparue. Il fallait attendre. David a finalement réussi à convaincre les officiers d'au moins vérifier où pouvait se trouver sa femme. Pour lui, le comportement de Nicole était anormal, inexplicable. Et plus le temps passait, plus il était convaincu qu'un drame s'était produit. Les enquêteurs se sont rendus au domicile du couple. Nicole n'y était pas. Et sa voiture non plus, une Volkswagen Jetta modèle 2003. Elle était partie à l'heure habituelle, le matin, comme si elle se rendait à un rendez-vous ou à une course. Mais quelque chose s'était produit, quelque part entre Linwood et Renton. La mère de Nicole, Gaëlle et son beau-père Rod étaient eux aussi extrêmement inquiets. Nicole ne les avait pas appelés de la journée, et cela n'était jamais arrivé. Pour sa mère, c'était un très mauvais signe. Les parents ont soutenu la décision de David de contacter la police. Les forces de l'ordre ont commencé à appeler les proches de Nicole, ses amis, ses collègues. Personne ne l'avait vue depuis la veille. Face à ce constat,
Les autorités ont lancé des recherches officielles. Le même jour, la famille de Nicole a réservé des billets d'avion pour Washington. Ils espéraient encore que tout cela n'était qu'un malentendu, une mauvaise coïncidence. Mais ils voulaient aussi être là, sur place, pour participer activement aux recherches et faire tout ce qu'ils pouvaient pour retrouver leur fille. Ce qui troublait tout le monde. C'était la personnalité même de Nicole. C'était une femme fiable, constante. Elle n'aurait jamais disparu comme ça sans prévenir. Et elle n'aurait jamais ignoré les appels, surtout ceux de sa mère ou de son mari. Si elle avait été dans l'impossibilité de répondre, elle aurait au moins rappelé dès qu'elle le pouvait. Mais le silence devenait chaque heure un peu plus assourdissant. À leur arrivée en ville, Gaël et Rod se sont immédiatement rendus au commissariat. Les recherches s'étaient déjà enclenchées et tout le monde, proche comme policier, s'est mobilisé pour retrouver Nicole. Les membres du groupe des alcooliques anonymes ont participé activement aux recherches. Ils adoraient Nicole et voulaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour aider sa famille. Ce groupe représentait énormément pour elle. Elle n'avait jamais manqué une seule réunion, et cette fois-ci, c'était un moment très particulier. On devait lui remettre une distinction pour ses 8 années de sobriété. Une reconnaissance qu'elle attendait avec fierté et qu'elle avait méritée de haute lutte. Rien, absolument rien ne justifiait qu'elle disparaisse ainsi, du jour au lendemain, en laissant tout derrière elle. Sa messagerie vocale, elle, débordait d'appels. Des dizaines de messages de proches, d'amis, de collègues, tous inquiets. Mais aucun n'a obtenu de réponse, pas même un accusé de réception. Certains ont commencé à penser qu'elle avait peut-être rechuté, même si cela paraissait improbable. Nicole s'était battue pendant des années, avec détermination, et elle semblait plus forte que jamais. Mais la vérité allait se révéler bien plus sombre. Pendant ce temps, la police poursuivait activement ses recherches. Non seulement ils cherchaient Nicole, mais ils tentaient aussi de localiser son véhicule. Toutes les zones autour de Linwood avaient été fouillées, passées au peigne fin, sans aucun résultat. Les parents de Nicole, Gaël et Rod ne restaient pas inactifs. Ils ont lancé un site internet consacré à la disparition de leur fille dans l'espoir d'obtenir le moindre indice. Une photo, un témoignage, une trace, n'importe quoi. Très vite, la solidarité s'est organisée. Des inconnus, émus par leur détresse, se sont mobilisés. Toute une communauté s'est mise à chercher Nicole Pietz. Mais la majorité des messages laissés sur le site n'étaient que des mots de soutien et d'encouragement dans les recherches. Malheureusement, les rares informations concrètes reçues s'étaient révélées fausses ou inutilisables. Les investigations semblaient au point mort, jusqu'à ce qu'un hasard vienne tout bouleverser. Le 7 février, dans une zone boisée près de Sunset Park, un endroit tranquille avec un petit lac, un habitant du coin faisait son jogging. Pour gagner du temps, il a décidé de couper à travers une haie de broussailles, en bordure de la végétation. C'est là qu'il a remarqué quelque chose d'étrange sous un buisson de mûres sauvages. De loin, il n'arrivait pas bien à distinguer ce que c'était. Alors, il s'est approché. Et là, l'horreur. Sous les branches gisait le corps nu d'une femme. Choqué, le jogger a immédiatement prévenu la police. Les agents sont arrivés rapidement sur les lieux. Parmi eux, certains connaissaient déjà bien le dossier de Nicole Pietz, et dès qu'ils ont vu le corps, ils ont su. C'était elle. Même sans analyse, il était évident que la mort n'avait rien de naturel. L'absence totale de vêtements laissait penser à un abus physique, une agression sexuelle qui aurait mal tourné. Cela semblait être un mobile plausible, mais l'autopsie allait révéler une autre vérité. Le médecin légiste n'a trouvé aucune trace d'abus. Par contre, les résultats de l'examen étaient sans appel. Nicole avait été violemment battue, elle portait de multiples blessures. Mais ce qui l'avait tuée, c'était l'asphyxie. Nicole Pietz avait été étouffée à mort. Sur le corps de Nicole, les médecins légistes ont relevé de nombreuses blessures infligées par un objet contondant. Ses jambes, son torse, son crâne, tout portait les marques d'une violence extrême. Le meurtre avait été brutal, sauvage, déchaîné. Cela laissait penser à un mobile personnel. Pas un vol, pas un acte opportuniste, mais un règlement de compte, de la rage, de la haine. Mais qui aurait pu haïr Nicole à ce point? Elle n'avait pas d'ennemis, pas de conflit connu. C'était une femme aimée, respectée, gentille. L'affaire a été immédiatement requalifiée.
Il ne s'agissait plus d'une disparition inquiétante, mais d'un homicide. L'annonce a été un coup de massue pour ses proches. Pour David, son mari, et pour ses parents, Gaël et Rod, la douleur était insoutenable. Ils n'arrivaient pas à y croire. Nicole, leur Nicole, ne reviendrait plus. David ne faisait que pleurer. Les enquêteurs ont alors entamé un travail minutieux pour retracer les derniers déplacements de la victime. Ils ont consulté les relevés de sa carte bancaire. Et une transaction a attiré leur attention. Le 30 janvier, soit 3 jours après sa disparition, une dépense avait été enregistrée dans une station-service d'une ville voisine. Nicole y avait payé du carburant. Mais cette information soulevait une question encore plus troublante. Était-ce elle qui avait fait cet achat ou son meurtrier utilisant sa carte comme si de rien n'était? Les détectives ont donc exigé les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la station. Peut-être, avec un peu de chance, le tueur apparaîtrait à l'image. En attendant de recevoir les bandes, les policiers ont poursuivi activement la recherche de la voiture de Nicole, car ils en étaient convaincus, à l'intérieur, se cachaient peut-être les clés de toute l'enquête. Les enquêteurs ont alors décidé de revoir à zéro le profil de Nicole et son entourage, mais là encore, rien, aucune piste, aucun nom. Nicole était l'une des personnes les plus chaleureuses de son environnement. Au travail comme au sein du groupe des alcooliques anonymes, tout le monde la respectait et l'appréciait. Elle n'avait pas d'ennemis. C'était une amie fidèle, une épouse attentionnée, une fille aimante, une collègue compétente. Elle adorait ses animaux. Et même son ancienne dépendance, elle en avait fait une force. Elle soutenait ceux qui n'étaient pas encore parvenus, comme elle, à décrocher. Pendant que les enquêteurs poursuivaient leur démarche pour retrouver la voiture, les proches de Nicole, eux non plus, ne restaient pas les bras croisés. Ils ont activement diffusé des appels à témoins. Ils ont affiché des avis de recherche partout, partagé des publications en ligne, raconté ce qui était arrivé à Nicole, et surtout, ils ont mis en avant un élément crucial, la voiture manquante. Sur les affiches, un message clair. Si vous voyez cette voiture, n'y touchez pas. Appelez immédiatement la police. Le véhicule était potentiellement une pièce à conviction capitale dans cette affaire de meurtre. Et cette initiative a porté ses fruits. Le 21 février 2006, des habitants vigilants ont repéré une voiture correspondant à la description. Elle était garée sur un parking, juste à côté de l'université de Washington. C'était bien la Volkswagen Jetta de Nicole Pietz. Le véhicule a immédiatement été saisi pour une analyse approfondie en laboratoire. Les forces de l'ordre espéraient y trouver des indices pouvant les mener jusqu'au meurtrier, ou au moins leur permettre de reconstituer le déroulé exact des événements ayant conduit à la tragédie. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé un grand désordre. Beaucoup d'objets divers étaient éparpillés. Des livres, des équipements de sport, des effets personnels. Mais ce qui les intéressait surtout, c'était tout support électronique ou trace numérique. Un téléphone portable, un carnet, un appareil GPS, n'importe quoi qui aurait pu trahir une présence ou un mouvement. Malheureusement, ni le téléphone de Nicole, ni sa pièce d'identité, ni sa carte bancaire ne se trouvaient dans la voiture. Et pour cause, après sa disparition, quelqu'un avait continué à utiliser ses documents et ses cartes. Ce détail inquiétant renforçait l'idée que son agresseur avait délibérément volé ses affaires et tenté d'effacer ses traces. Une hypothèse a alors commencé à prendre forme. Et si la voiture de Nicole était tombée en panne sur la route? Et si un inconnu s'était arrêté pour l'aider, avant de l'agresser et de l'éliminer? L'endroit où le véhicule avait été retrouvé ne collait pas avec son itinéraire supposé. Elle devait aller dans une autre ville. Autre élément troublant, la position du siège conducteur. Il avait été reculé au maximum. Beaucoup trop pour une femme de la taille de Nicole. Cela laissait penser qu'une autre personne, plus grande, plus corpulente, avait pris le volant après elle et avait déplacé la voiture. Le puzzle commençait lentement à se former, et l'image qu'il dessinait était celle d'un piège. Au laboratoire, les techniciens ont mesuré avec précision la position des sièges dans l'espoir d'en tirer la moindre information sur le profil du conducteur qui avait déplacé le véhicule. Dans l'habitacle, ils ont également trouvé des traces ADN, quelques cheveux et une seule empreinte digitale. Chaque élément a été soigneusement prélevé, consigné, puis comparé aux bases de données nationales. En parallèle, plusieurs patrouilles ont été envoyées dans le quartier où la voiture avait été retrouvée.
Les agents ont fait du porte-à-porte, interrogeant les habitants des immeubles voisins. Quelqu'un avait-il vu qui avait garé cette voiture? À quel moment était-elle apparue sur ce parking? Mais ces efforts n'ont rien donné. Personne n'avait vu quoi que ce soit de suspect. Les enquêteurs ont pourtant réussi à dater approximativement le moment où la voiture avait été abandonnée, le 10 février. Sur le pare-brise, ils ont retrouvé une amende pour stationnement non autorisé émise ce jour-là. La Jetta était donc restée là à l'abandon depuis près de 2 semaines. Malheureusement, il n'y avait aucune caméra de surveillance dans les environs. Aucune image, aucune plaque, rien. Puis sont enfin arrivés les résultats de l'analyse médico-légale, et ce fut une nouvelle déception. Les traces ADN retrouvées dans la voiture appartenaient uniquement à Nicole et à son mari, David. Aucun profil inconnu, aucune signature génétique étrangère, pas même un cheveu suspect. C'était incompréhensible, car si un meurtrier l'avait conduite, comment avait-il pu tout nettoyer à ce point? La scène restait silencieuse, et l'enquête, encore une fois, piétinait. Début avril, l'enquête n'avait toujours pas avancé. Aucun suspect, aucun nouvel indice, rien. Alors, dans un dernier élan d'espoir, la mère de Nicole et son beau-père ont décidé d'offrir une récompense de 10 000 $ à toute personne pouvant fournir une information permettant d'identifier le meurtrier. Leur objectif était clair, secouer l'opinion publique, attirer l'attention, faire parler. Ce genre d'appel pouvait avoir un double effet. Non seulement inciter les témoins à se manifester, mais aussi provoquer une réaction chez le tueur lui-même. Car souvent, les criminels suivent les actualités après leur passage à l'acte. Ils veulent savoir ce que la police découvre. Et quand ils remarquent que l'affaire devient médiatisée, que la pression monte, ils commencent à paniquer et à commettre des erreurs. La mère de Nicole est donc apparue à plusieurs reprises à la télévision avec David qui pleurait. Elle a lancé des appels à témoins bouleversants, regardant droit dans la caméra. Ces interventions faisaient partie d'une stratégie soutenue par les enquêteurs, bien conscients que la médiatisation pouvait faire craquer le coupable. Mais pendant ce temps, la famille de Nicole a dû retourner en Arizona pour reprendre le travail. Malgré la distance, ils restaient en contact permanent avec les détectives chargés de l'affaire. Leur douleur ne faiblissait pas. Gaël et Rod étaient profondément affectés, d'autant plus que Nicole avait toujours été très proche d'eux deux. Quant à David, son mari, il était dévasté. Il ne comprenait pas pourquoi l'enquête stagnait. Il ne supportait plus l'attente, ni l'impuissance. Il voulait des réponses. Mais les semaines passaient, puis les mois, et l'affaire Nicole Pietz restait une énigme. En septembre de la même année, l'enquête a été confiée à un nouvel inspecteur, un vétéran du département, reconnu pour son efficacité dans les affaires complexes. À ce moment-là, les détectives tentaient encore de reconstituer les derniers déplacements de Nicole, dans l'espoir de faire apparaître une piste oubliée. Le nouvel enquêteur a immédiatement demandé un mandat de perquisition pour le domicile du couple. Car étonnamment, cela n'avait jamais été fait jusqu'ici. L'idée était de fouiller parmi les effets personnels de Nicole, de chercher le moindre indice. Mais surtout, ce qu'il voulait examiner, c'était son ordinateur. La fouille du logement n'a rien révélé de compromettant. Aucune trace de sang, aucun signe de lutte, aucune anomalie visible. Et l'ordinateur n'a rien livré non plus. Aucun message suspect, aucune recherche inhabituelle. David, de son côté, a coopéré pleinement avec les autorités, mais l'analyse des données numériques prenait du temps, beaucoup de temps. Pendant ce laps, les enquêteurs ont poursuivi les entretiens avec les proches de Nicole. Parmi eux, une certaine Barbara, 62 ans, qui s'était liée d'amitié avec elle au sein du groupe des alcooliques anonymes. Elle devait se retrouver dans un café le soir même de la disparition. Mais Nicole n'est jamais venue. Au début, Barbara a pensé qu'elle était simplement en retard. Mais rapidement, l'inquiétude a pris le dessus. Ce n'était pas dans les habitudes de Nicole d'annuler ou de faire attendre sans prévenir. Elle a tenté de l'appeler, encore et encore. Mais Nicole n'a jamais répondu. 1 an. 1 an s'était écoulé depuis le meurtre. Et pour les proches, c'était un supplice. La douleur restait intacte, la colère aussi. Pendant que la police croulait sous le travail et les fausses pistes, Gaël et Rod, eux, étaient toujours à leur domicile en Arizona.
et ils continuaient de vivre avec cette blessure ouverte. Pour eux, rien n'avait changé. Le temps n'avait rien guéri. L'absence de Nicole était insupportable. Alors, à bout, ils ont pris une décision. Ils ont engagé un détective privé, car certaines incohérences dans l'enquête les perturbaient. L'une d'elles, en particulier, les obsédait. Nicole était partie de chez elle sans sa bague de mariage. Ce détail, en apparence anodin, leur paraissait profondément anormal. Leur fille aimait son alliance. Elle en était fière. Jamais elle ne l'aurait enlevée sans raison. Le détective privé a lancé ses recherches, mais là encore, aucun résultat. En juillet de la 2e année d'enquête, les parents de Nicole ont décidé de faire un nouveau geste. Ils ont augmenté la récompense. Elle est passée à 25 000 $. Une autre organisation engagée dans la lutte contre le crime et les disparitions devait ajouter 1 000 $ supplémentaires. La ville, elle, n'a pas oublié. L'affaire Pietz continuait de hanter les esprits. Les habitants savaient qu'un tueur restait en liberté. Tout portait à croire que le meurtrier n'avait aucun mobile apparent, ce qui rendait l'affaire encore plus inquiétante. Et si c'était un tueur sadique, un prédateur sans visage, qui pouvait frapper à nouveau, n'importe quand? Une autre année est passée. Et toujours, aucun nom, aucun visage, aucune piste exploitable. Alors, une fois encore, le beau-père et la mère de Nicole ont décidé de réagir. Ils ont ajouté 10 000 $ supplémentaires à la récompense, dans l'espoir que cette nouvelle somme incite enfin quelqu'un à parler. De leur côté, les enquêteurs ont demandé un nouveau mandat pour fouiller à nouveau le contenu de l'ordinateur de Nicole. Ils étaient convaincus que quelque chose leur avait échappé, qu'un détail enfoui dans un dossier, un mail, un journal, pouvait encore livrer un indice, peut-être même le nom qu'ils cherchaient depuis tant d'années. Mais à l'automne 2009, un événement inattendu a bouleversé les espoirs déjà fragiles de la famille Pietz. Le détective privé qu'ils avaient engagé a été accusé de vol. L'affaire n'était pas directement liée au dossier de Nicole, mais l'homme avait escroqué une autre cliente en lui faisant croire qu'il avait obtenu de nouvelles preuves et qu'il lui fallait de l'argent pour les analyser. Gaël et Rod, désespérés, lui ont versé des fonds supplémentaires, avant que le détective ne disparaisse sans laisser de traces. Il avait en réalité enchaîné sur une autre affaire, comme si de rien n'était. Sa licence a été suspendue, puis révoquée. La justice a démontré qu'il s'agissait là d'un mode opératoire habituel pour lui, et Nicole s'est retrouvée, une fois de plus, sans défenseur, ses parents, eux, sans ressources, et l'enquête sans piste. En 2011, 5 années avaient passé depuis la mort de Nicole Pietz, un cap tragique, un anniversaire pesant pour tous ceux qui l'aimaient. À cette période, les enquêteurs ont commencé à se concentrer sur un nouveau suspect, mais cette fois, aucun détail n'a été rendu public, rien n'a filtré. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait toujours pas de preuves tangibles, aucune charge possible, aucune certitude. Et dans ce genre de dossier, le moindre faux pas pouvait tout faire s'effondrer. Mais peu après cette période de silence et d'attente, un événement a tout changé, un véritable tournant dans l'affaire. Le 21 mars 2012, après plus de 6 ans de mystère et de silence, un suspect a enfin été arrêté. Il s'agissait du mari de la victime, David Pietz. Les enquêteurs estimaient désormais avoir réuni suffisamment de preuves pour l'inculper du meurtre de Nicole. Il a été placé en détention avec une caution fixée à 1 million de $. Mais David n'a pas payé cette somme et il est resté derrière les barreaux. Selon le procureur, c'est l'évolution des nouvelles technologies qui a permis de débloquer le dossier. Des outils qui, à l'époque du crime, n'étaient tout simplement pas disponibles, notamment les avancées dans les analyses ADN, ainsi que le perfectionnement du traçage des téléphones portables. Dès le début, les détectives s'étaient interrogés. Qui aurait pu vouloir du mal à Nicole? Elle n'avait pas d'ennemis. Et dans ce genre d'affaires, statistiquement, le ou la partenaire est souvent la première piste. Les déclarations de David à propos de la soirée précédant la disparition avaient d'ailleurs laissé les enquêteurs sceptiques. Il affirmait qu'elle était toujours à la maison lorsqu'il s'était endormi, mais aucun détail ne collait. Puis, il y avait ce fait troublant. Dans la voiture de Nicole, on n'avait trouvé que 2 empreintes, celle de Nicole et celle de David. Aucune trace d'un tiers. Si un agresseur inconnu était monté dans le véhicule, ses empreintes auraient dû y figurer,
ou avoir été effacé. Mais justement, rien n'avait été nettoyé, et les empreintes de David étaient là, intactes. Le siège du conducteur, reculé à l'extrême, correspondait à sa morphologie. Et puis, une autre pièce du puzzle est tombée. Les enregistrements vidéo d'une station-service où la carte de Nicole avait été utilisée. Sur les images, on distinguait un homme dont la silhouette et la démarche ressemblaient étrangement à celle de David. Mais ce n'était pas tout. Après la disparition de Nicole, son téléphone avait été utilisé à plusieurs reprises. Des appels passés depuis différents endroits de la ville. Une tentative évidente de brouiller les pistes. Sauf que les technologies modernes ont permis de localiser précisément les lieux d'émission des appels. Et Nicole ne pouvait pas s'y trouver, car elle était déjà morte. Pire encore, le téléphone de David était connecté dans ces mêmes zones, exactement au même moment. Le mode opératoire, l'étranglement, avait aussi son importance. C'est une méthode d'exécution intime, physique, silencieuse. Elle implique un lien fort entre le tueur et la victime. Et sur les lieux, plusieurs éléments suggéraient que le meurtrier connaissait très bien Nicole. Il n'y avait aucun signe de violence sexuelle. Ce n'était pas un crime impulsif, c'était quelque chose de personnel. Un détail glaçant a renforcé cette hypothèse. Les enquêteurs ont retrouvé dans la bouche de Nicole un appareil dentaire qu'elle mettait uniquement pour dormir. Ce qui signifiait une chose très claire, elle avait été tuée la nuit ou tôt le matin, alors qu'elle était encore au lit. Son apparence le confirmait. Elle était nue, ses bras et jambes parfaitement propres, sans la moindre trace de boue ou de saleté. Aucune blessure de défense, aucune lutte. On ne l'avait pas agressée dehors. Et oui, on l'avait simplement transportée là, comme un objet qu'on voulait cacher. Pour déterminer l'heure exacte de la mort, les experts médico-légaux ont analysé le contenu de l'estomac de Nicole. Ils ont constaté que le repas qu'elle avait mangé la veille au soir n'avait pas été digéré. Cela signifiait qu'elle avait été tuée avant même de se réveiller, tôt le matin, avant de pouvoir se lever pour aller travailler. Mais une chose restait floue, le mobile. De l'extérieur, Nicole et David formaient un couple uni. Un couple qui respirait l'amour et la stabilité. Mais ce n'était qu'une façade. Derrière le rideau, la vérité était bien plus sombre. Et les raisons du crime, bien plus nombreuses qu'on aurait pu l'imaginer. À cette période, leur situation financière était catastrophique. Le jour du meurtre, David devait recevoir une promotion tant attendue. Il était rentré bredouille, frustré, énervé, sur les nerfs. Et il n'était pas l'époux exemplaire qu'il prétendait être. David était un homme qui aimait faire la fête, boire de l'alcool, fumer du cannabis. Une bonne partie du budget familial partait dans ses loisirs, ses soirées, ses excès. Nicole, elle, s'était battue des années pour sortir de l'addiction. Elle n'avait plus touché une goutte depuis 8 ans. Et David lui en voulait pour ça. Il l'enviait. Elle représentait tout ce qu'il n'arrivait pas à être. Mais ce n'est pas tout. Pendant l'enquête, la police a découvert que David menait une double vie. Il entretenait plusieurs relations extra-conjugales. 4 femmes différentes, au minimum, pendant son mariage avec Nicole. Il avait même une obsession, la persuader de participer à des relations à 3. Il poussait Nicole à accepter les rapports par derrière. Il en parlait souvent, insistait. Un jour, dans un club, il l'a même droguée pour tenter de la convaincre. Mais Nicole avait toujours. Et cela le rendait fou. Il la trouvait trop sage. Elle, de son côté, lui reprochait de dépenser trop, de fuir ses responsabilités, de ne pas vouloir s'engager pour fonder une vraie famille. Et c'est dans ces clubs, justement, qu'il trouvait ses conquêtes. Tandis qu'en façade, il jouait le rôle du mari éploré, David n'a pas attendu longtemps avant de reprendre sa vie de débauche. Dès les premiers jours suivant la disparition de Nicole, il a recommencé à chercher de nouvelles amantes. Au moment de son arrestation, il avait déjà reconstruit une famille, avec une autre femme. Il avait même eu un enfant. Pour les parents de Nicole, c'était une gifle. Leur fille avait toujours rêvé d'avoir des enfants. Mais David, lui, ne voulait pas en entendre parler. Pire encore. Peu après la mort de Nicole, David avait commencé à rassembler les documents nécessaires pour toucher la somme de l'assurance vie de sa femme. Une belle somme. Un mobile de plus.
Et à mesure que les faits s'accumulaient, le puzzle se formait. L'image devenait limpide. Les enquêteurs ont convoqué David pour un nouvel interrogatoire. Il a nié, encore, froidement. Mais lorsqu'on lui a proposé de passer au détecteur de mensonges, il a accepté. Le résultat a été sans appel. Il mentait. Pour Gaël et Rod, les parents de Nicole, c'était une confirmation de ce qu'ils avaient toujours ressenti. Depuis le premier jour, ils étaient convaincus que David Pitts était celui qui avait détruit leur fille. Et désormais, ils n'étaient plus les seuls à y croire. Pendant toutes ces années, les enquêteurs avaient travaillé sans relâche pour réunir les preuves nécessaires contre lui. Finalement, David Pitts a été arrêté et officiellement inculpé pour le meurtre de son épouse. Pourtant, il a continué de nier farouchement toute implication dans le crime. Les enquêteurs pensaient que Nicole voulait révéler les secrets horribles de David, et cela lui a coûté la vie. Le procès a débuté en septembre 2013, 7 ans après la mort de Nicole. Ses parents, ses amis, ses anciens collègues, tous étaient présents dans la salle d'audience. Tous attendaient que justice soit rendue. L'avocat de la défense a tenté une stratégie audacieuse. Il a voulu faire croire que Nicole avait rechuté dans l'alcool et qu'elle avait peut-être développé une dépendance aux médicaments sur ordonnance. Pour appuyer ses propos, il a mentionné un flacon vide retrouvé dans la salle de bain de la victime lors des perquisitions. Selon lui, toutes les preuves contre David étaient purement circonstancielles. Il a affirmé que l'affaire avait été fabriquée de toutes pièces, reposant sur des suppositions et non sur des faits. Mais les parents de Nicole, eux, ont tenu à rétablir la vérité. Ils ont expliqué à la cour que David n'avait jamais participé aux recherches, qu'il n'avait distribué aucune affiche, qu'il n'avait jamais organisé de battue. Il avait simplement joué un rôle de façade, et il savait que leur fille souffrait dans son mariage. Quant aux médicaments, Gaël a précisé qu'il s'agissait d'un antidouleur prescrit légalement, que Nicole avait reçu après s'être gravement blessée au dos peu avant sa mort. Ce traitement avait justement permis d'améliorer considérablement son état. Il n'était en aucun cas lié à une quelconque rechute. La défense, en multipliant ses arguments douteux, cherchait à semer le doute dans l'esprit du jury, à retarder le verdict, à détourner l'attention. Mais même si Nicole avait eu un jour des fragilités, cela n'excusait en rien ce qui lui avait été fait. Après l'exposé complet des éléments à charge, le jury s'est retiré pour délibérer. Et les heures ont été longues, 6 heures de débat. Puis enfin, le verdict est tombé. David Pitts, âgé de 36 ans, a été reconnu coupable de meurtre au second degré de son épouse Nicole. Selon les lois de l'État de Washington, il risquait entre 10 et 18 ans de prison. Le juge a prononcé la peine maximale, 18 ans derrière les barreaux. Dès le début, il avait été dans le viseur des enquêteurs, mais il aura fallu 7 longues années pour faire tomber le masque, pour que justice soit rendue à Nicole Pitts. C'est ainsi que se termine cette triste affaire. Partagez votre avis en commentaire. Laissez un like si cette histoire vous a touché. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci pour votre attention.